Alors, tromperie et sexualité, on peut toujours voir le monde comme une harmonie. Et pour le coup, quand on voit tous ces insectes qui courent de fleur en fleur et rendent possible demain la production de fruits et de graines, on a vraiment envie de se dire que le monde est bien fait. Il est tellement bien fait que on aurait presque l'impression qu'il est tellement bien pensé, n'est-ce pas, qu'il y a des dispositifs tout à fait exquis qui permettent aux insectes et aux plantes d'arriver ensemble à interagir. Vous avez ici ces fleurs de sauge où vous voyez que quand l'insecte va chercher du nectar, cela provoque un abaissement des étamines qui vont lui frôler le derrière. Alors, ce mécanisme dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler est rendu possible par le fait que les deux filets des étamines se rattachent entre eux, au-delà de leur point d'attache à la corolle, se rattachent entre eux par une espèce de pédale commune que l'insecte est obligé de repousser quand il rentre. Ça bascule autour de ce point-là et ça vient par derrière lui tapoter les fesses. En d'autres termes, voilà, quand vous rentrez, vous êtes obligé de pousser ce clapet. Et tout en le poussant, eh bien, vous arrivez à étaler du pollen. Tout ça est très bien fait, n'est-ce pas? Et au total, on a une interaction à bénéfice réciproque entre les partenaires où la plante nourrit l'insecte et l'insecte, lui, déplace le pollen et permet donc la fécondation. Une interaction donc à bénéfice réciproque qui nous paraît très bien organisée. Mais si on réfléchit 2 secondes, on se dit que pour manger, il n'y a pas besoin de déplacer du pollen, surtout si on mange du nectar, et qu'au fait, pour attirer les insectes qui vont déplacer du pollen, il n'y a pas besoin de les nourrir. Il faut juste qu'ils y croient. En d'autres termes, derrière une fleur, il y a 3 choses différentes qui ne sont pas nécessairement liées et qui ouvrent à toutes les tromperies, justement. Dans une fleur, il y a d'abord un affichage. Et quand on pense à une fleur donc pollinisée par des insectes, cet affichage, c'est ces grands pétales colorés, voire l'odeur. Donc des signaux qui vont permettre l'attraction. Il y a d'autre part le pollen à prendre ou à déposer, c'est-à-dire la fonction de fécondation. Et ça, c'est pas du tout lié aux mêmes pièces florales. Et puis, il y a la récompense, assez souvent une nourriture que l'insecte peut emporter. Mais cette récompense, le sucre n'a pas d'odeur. Donc on peut très bien imaginer qu'on a l'affichage sans la récompense. Ou qu'un insecte puisse venir chercher la récompense sans toucher à ce qui intéresse directement la biologie de la reproduction de la fleur. Comme ces 3 choses sont séparées, on peut très bien n'en avoir que 2, d'un point de vue d'un partenaire ou de l'autre, et obtenir ce qu'on observe souvent, c'est en fait une disharmonie, c'est-à-dire des cas où ça ne marche pas, ou en tout cas, ce n'est pas un mutualisme, c'est-à-dire où l'un des deux se retrouve le dupe de l'autre. Alors, il y a des cas paroxystiques. Commençons par les paroxysmes. On a tout un tas d'orchidées qui jouent avec la sexualité, cette fois-ci pas la leur, mais celle des insectes. Elles prennent en général des mâles pour ça, qui ont visiblement, ils sont plus faciles à attraper sur ce genre de critères. Vous avez les penthèses, par exemple, qui ici sont occupés à pseudo-copuler avec des insectes, donc des petits mâles sur l'abdomen desquels ils pourront attacher leur pollinie. Sans aller jusque dans des exemples tropicaux, nous avons dans nos régions, avec le genre Ophrys, un genre qui joue beaucoup avec les insectes et qui joue avec eux, à la fois avec la volatilisation de molécules proches, voire identiques à des phéromones d'insectes, donc les mâles qui se prennent à ça, au fond, ne se trompent pas d'odeur, avec des allures qui, même si pour nous ça ne ressemble pas vraiment à une femelle, sont proches des femelles, et en fait surtout aussi un toucher. Alors ça c'est plus subtil. Ces labels ici ont des caractéristiques qui font qu'au toucher, au moins pour des mâles pas trop expérimentés, ça ressemble à une femelle convaincante. Évidemment, ce n'est pas une femelle, et donc c'est un tout petit peu difficile d'ouvrager là-dessus, et donc ils bougent beaucoup, ils remuent beaucoup, et c'est ce qui va leur permettre à un moment de rentrer en contact avec la masse du pollen qui est pourvu d'un processus visqueux qui peut adhérer sur l'insecte. Alors, le fait que cette copulation ne marche pas
conduit à une répétition de l'acte, à une prolongation du travail qui va finir par permettre le contact. Alors, voilà, le contact et le détachement de cette masse pollinique, dont la courbure du codicule va s'inverser au bout de quelques temps, de telle sorte que si jamais ce mâle rencontre une nouvelle fleur et rentre dans un cycle d'accouplement, cette fois-ci, elles auront basculé en avant, et quand il s'approchera ainsi, elles passeront non plus à l'endroit où elles étaient avant, mais sous ce rebord, elles passeront vers le stigmate, et elles pourront être déposées, cette fois-ci, sur la partie femelle. Alors, c'est un exemple de tromperie bien connu, où là, l'insecte n'est pas dupé sur la ressource alimentaire, mais par la limitation d'une femelle. Il y a d'autres pièges, notamment des pièges qui sont basés sur les sites de ponte, où des insectes pensent qu'ils vont pouvoir pondre. Alors, on connaît tous, je pense, les arômes, avec cette grande feuille modifiée ici, qui entoure en fait un axe, qui est un axe inflorescentiel. Une inflorescence avec des fleurs stériles qui sont transformées en poils, des fleurs mâles ici qui peuvent produire du pollen, et des fleurs femelles qui peuvent recevoir du pollen. Les insectes sont attirés par la volatilisation de composés aromatiques, souvent d'ailleurs chez les arômes des composés assez fétides, parce que les insectes qui sont attirés sont en fait des insectes qui vont pondre des larves dans des cadavres d'animaux ou d'autres insectes en particulier. Alors, cette partie-là chauffe, c'est d'ailleurs quelque chose qui a été remarqué par Lamarck déjà, hein. Elle chauffe et elle volatilise à partir de la cuticule des molécules qui vont attirer ces insectes. Les insectes rentrent ici, et en fait ils rentrent parce que c'est un petit peu ouvert et cette zone ici est très translucide. Donc pour eux c'est comme quand ils s'aventurent un petit peu vers la zone qui sent ici, c'est un petit peu comme un tunnel avec une lumière au bout. Et pour les insectes, la plupart du temps, ils ont un comportement qui les pousse vers la lumière, c'est un comportement qui la plupart du temps les tire d'une mauvaise affaire. Mais je dis souvent à mes étudiants que si jamais un jour vous voyez un tunnel avec une lumière au bout, vous avez plutôt intérêt à faire demi-tour. C'est ce que devraient faire ces insectes, pour le coup, parce que rapidement, cette feuille qui a un étranglement ici se roule un peu plus sur elle-même et referme l'ouverture. Avec ses poils réfléchis vers le bas, l'insecte ne peut plus ressortir. S'il s'est déjà fait avoir au tour précédent, il est plein de pollen et il peut déposer sur ses fleurs femelles fertiles le pollen. Peu de temps après, les fleurs mâles deviennent fertiles, les insectes qui se baladent ici s'enduisent de pollen, la feuille entourant l'inflorescence se déroule légèrement, et là, les insectes peuvent ressortir, enduits de pollen, prêts à se faire avoir éventuellement une fois suivante. Ce qui est assez amusant, c'est que ce fonctionnement-là a émergé plusieurs fois dans l'évolution des plantes. Ici, il implique l'ensemble d'une inflorescence et une bractée inflorescentielle modifiée, mais il arrive qu'une simple fleur soit capable de faire le même travail. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais vous connaissez peut-être les aristoloches que vous avez ici, et vous voyez qu'elles sont pourvues d'une espèce de clapet noir, mais qui laisse rentrer des insectes dans un tube qui lui est un petit peu plus clair. Alors, je vais prendre une espèce exotique dont les fleurs sont plus grosses et la couper. Ce que vous voyez, c'est que quand l'insecte rentre, quand il se trouve ici, comme la fleur est verte avec des taches d'anthocyane rouge, et notamment au niveau du clapet, un revêtement assez rougeâtre, pour lui, ça, c'est noir. Rouge et vert, ça ne laisse pas beaucoup passer d'autres longueurs d'onde. Donc il a tendance à se diriger vers cette zone où c'est un peu plus clair, en première approximation. Et puis ensuite, quand il est là, il voit une autre zone qui est complètement dépigmentée, qui est ici, où c'est d'un vert très clair, où il n'y a plus le revêtement rouge, et là, il voit vraiment une fenêtre. Donc il remonte par là. Toujours le piège vers la lumière. Ici encore, un certain nombre d'odeurs sont produites qui font penser à des sites où on pourrait pondre une larve, et il y a là un dispositif où la fleur a ses parties femelles mûres d'abord, et qui peuvent donc récolter du pollen sur l'insecte qui visite, puis les parties mâles secondairement mûres, et dans un stade âgé, la fleur se flétrit légèrement, et son changement de forme et l'affaissement des parties donc de la corolle va permettre à l'insecte de retrouver le chemin de l'extérieur, mais cette fois-ci enduit du pollen de cette fleur. Donc là,
pour l'insecte, tout est perdu, y compris dans certains cas sa descendance, parce qu'il a quand même cru pouvoir ou devoir pondre. Et là, ce sont des femelles qui se font avoir, comme quoi, dans l'acte de reproduction, nous finissons tous par payer le tribut à notre fébrilité. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment de nectar dont il s'agit. Peut-on imaginer des tromperies basées sur une relation plus classique et alimentaire? La réponse est oui. En effet, le nectar est souvent disposé, on l'a déjà évoqué dans ces exposés, Colin Fontaine en parlait hier, dans des processus allongés, comme par exemple les éperons. Et il existe des fleurs, comme cette Orchis dactylorhiza, Suro, qui sont capables de produire des éperons sans nectar, voire même des éperons pleins d'eau, c'est-à-dire qui ont l'air d'être, vu de l'extérieur, remplis de nectar. Évidemment, pour un insecte, ceci paraît une promesse alimentaire, et beaucoup d'insectes visitent ces fleurs. Et en vain. Souvent, d'ailleurs, ils s'escriment un petit peu quand même à farfouiller pour voir s'il n'y a pas quand même du nectar, et c'est encore un effort, une tentative qui va permettre de décrocher les masses polliniques aisément. Cela dit, dans tous ces cas-là, il émerge quand même, finalement, chez ces insectes, notamment chez ceux qui sont capables de processus d'apprentissage, une prise de conscience qui se passe, Ils sont capables rapidement de repérer que le résultat n'est pas celui qu'ils pourraient souhaiter. Et en particulier, beaucoup de mâles, quand ils ont connu une première femelle, font ensuite la différence avec une fleur. Donc c'est plutôt des juvéniles ou des jeunes adultes qui sont pris au piège. Regardez plutôt ces manips qui ont été faites en mélangeant en quantité égale des pots avec un Dactylorhiza tricheur, donc, puisqu'il ne contient pas de nectar, et un Mimulus qui lui en contient. Les deux fleurs sont semblables, elles ont à peu près la même couleur, elles ont les mêmes guides, vous voyez, qui permettent aux insectes, lorsqu'ils ont visité quelques fleurs, de repérer où est le nectar. Et regardons ce qui se passe quand on lâche là-dessus des bourdons. Alors, on lâche les bourdons sur une espèce de pelouse artificielle faite d'un mélange en proportion égale d'une fleur à nectar et d'une fleur sans nectar qui se ressemblent. Et on voit que la première fois, le pourcentage des visites qui sont faites sur cette fleur non productrice de nectar sont de l'ordre, vous voyez, 35%, mais l'écart type ici vous montre que, en gros, c'est pas très différent d'une moitié des visites sur la, disons, mauvaise fleur. On rentre ces bourdons pendant quelques temps, on les laisse jeûner un petit peu, puis on les ressort sur la même prairie artificielle, et là on regarde comment se font les visites, et là il n'y a pas photo. Et d'ailleurs c'est pour ça que là il y a une dérive et que ça avait tendance à être un petit peu moins de 50%. En fait, ils ont appris à faire la différence, et donc on sent bien que finalement, ici, c'est la naïveté qui paye du point de vue de la fleur, et que du point de vue de l'insecte, rapidement, en fait, les processus d'apprentissage leur permettent d'éviter ces fleurs. En fait, ces processus d'apprentissage sont clairement le résultat d'une coévolution. Il est clair que les insectes qui ne savent pas faire la différence se nourrissent moins bien et font sans doute moins bien de petits, et donc, quelque part, ces processus d'apprentissage-là ont sans doute été en partie sélectionnés par la capacité qu'ils conféraient aux insectes d'éviter les plantes, ou plus exactement les fleurs, qui ne leur sont pas profitables. Alors, tout ça est bel et bon, mais ce sont quand même des cas un peu exceptionnels, et passons au cas général et voyons comment est-ce qu'on peut réaligner les intérêts des partenaires. Alors, en fait, revenons sur l'interaction à bénéfice réciproque, où effectivement l'insecte a quelque chose à prendre comme une source de nourriture sur la fleur, et regardons un petit peu ensemble ce qu'il en est, par exemple, de ces fleurs à étamines multiples. Alors ici, vous avez dans de très nombreux cas des fleurs qui ont énormément d'étamines, qui produisent donc beaucoup de pollen, et beaucoup de pollen, souvent d'une couleur assez jaune. Dans ces cas-là, vous avez l'attraction assez fréquemment d'insectes intéressés par le pollen. Et là, il n'y a pas de problème. Si ces insectes sont intéressés par le pollen comme ressource alimentaire, bien sûr qu'ils vont toucher au pollen. Là, c'est obligé. Donc, la première façon de réconcilier, de réaligner les intérêts, c'est d'attirer les insectes autour du pollen. Parce que là, ils toucheront au pollen.
Le problème, c'est qu'ils touchent au pollen, mais ils vont le manger. Bon, comme on le voit sur ces poils ici d'abeilles, ils vont manger salement, et donc il y a quand même une partie de ce pollen dont on pourra espérer qu'il reste sur l'animal et qu'il soit disponible pour d'autres fécondations. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a quand même pas mal de fleurs qui, dans l'évolution, ont acquis cette caractéristique d'avoir énormément d'étamines. Ça existe par exemple chez les rosacées, comme ce prunus, où on a énormément d'étamines et elles sont jaunes. Ça existe aussi, et les étudiants ont souvent du mal à faire la différence, chez des familles comme les renonculacées, qui ont énormément d'étamines également. Ce sont des adaptations à la fréquentation par des insectes qui consomment du pollen, et donc on compense en produisant plus de pollen. Alors c'est d'ailleurs assez amusant parce que ça n'a rien à voir évolutivement. Ici, il s'agit d'une polystaminie en quelque sorte ancestrale qui dérive des états premiers de la fleur où il y avait de très très nombreuses étamines insérées d'ailleurs en hélice sur le réceptacle floral, sur le thalamus, tandis que dans le cas des rosacées, il y a bel et bien 5 champs staminiques, c'est-à-dire que c'est en fait les étamines qui dans l'évolution se sont dupliquées. À partir de 5 étamines, on a redivisé chaque étamine en plusieurs étamines. Donc, que ce soit historique ou néo-acquis, on a des adaptations à ces insectes qui s'intéressent au pollen, qui donc touchent le pollen, mais comme on le disait hier, notamment ce pollen humidifié à coups de nectar que portent les abeilles, le problème, c'est qu'une grande partie de ce pollen sera perdue, et cette stratégie comporte donc également des risques. Une autre stratégie qui aligne les intérêts, c'est quand les insectes vont pondre des larves qui vont manger les graines. Parce que là, évidemment, il va falloir qu'ils pollinisent. Mais vous voyez que c'est une stratégie qui a le même risque, parce que là encore, une partie des graines sera bouffée. Et c'est pas bon, ça, évidemment, en termes de nombre de descendants. Alors, je vais vous montrer un exemple qui est celui du yucca, qui a été très étudié. Les yuccas sont pollinisés par des petits papillons, les Tegeticula, qui leur sont spécifiques. Il y a plusieurs centaines, 700 je crois, espèces de yucca, et il y a autant d'espèces de papillons qui leur sont inféodés, chacune a son papillon. Et ce papillon, alors les mâles ont une vie très courte qui consiste à féconder les femelles, et voilà. Et les femelles, elles, eh bien, elles vont interagir avec les fleurs pour aller y pondre. Elles y pondent des larves, que vous devinez ici dans le fruit, et qui mangent des graines. Donc évidemment, il faut qu'elles déposent du pollen, de façon à ce que ces fruits sur lesquels, ou ces jeunes fleurs, pardon, ces futurs fruits sur lesquels elles vont pondre, soient pollinisés. Alors vous avez ici une femelle qui est en train de déposer du pollen sur le pistil, puis qui descend et qui va aller un peu plus loin, faire un trou dans la paroi de l'ovaire et pondre quelques œufs. Alors, chez le Tegeticula, vous avez d'abord un comportement de prélèvement de pollen sur les fleurs âgées. Dans cette espèce-là, les fleurs sont mâles puis femelles. Donc les femelles visitent des fleurs âgées, prélèvent du pollen, puis vont sur des fleurs plus jeunes qui sont au stade femelle, qui sont encore réceptives au pollen. Elles déposent du pollen, puis pondent des œufs. Mais il y a des risques d'abus, parce que si elles pondent trop d'œufs, elles vont manger toutes les graines. Et de ce point de vue-là, il n'y aura pas de bénéfice à la fécondation. Si vous avez déjà vu des fruits de yucca, vous remarquerez qu'il y a quand même une grosse différence entre ces colonnes de fleurs surabondantes qui ont valu au yucca de trouver leur place dans nos jardins et le nombre réduit de fruits. Il y a beaucoup moins de fruits que de fleurs, mais vraiment beaucoup moins. Alors que se passe-t-il ici ? Il y a des études qui ont essayé de regarder quels sont les fruits qui avortent, en regardant si c'était des avortements au hasard ou s'ils dépendaient du nombre de pontes qui avaient eu lieu. Et ça, avec une loupe, ça se voit bien parce que la ponte laisse une petite cicatrice. Donc vous pouvez décompter le nombre de pontes sur les fleurs et voir si elles survivent ou pas. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des nombres des fleurs ont subi des pontes avec des nombres très différents. Vous voyez qu'on peut avoir jusqu'à 20 pontes. Mais le pourcentage de survie des fleurs est toujours en dessous de 15%, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'avortements. Simplement, plus il y a de pontes, plus la probabilité d'avortement est forte. Donc moins la probabilité de survie est forte.
En d'autres termes, l'avortement est surtout l'avortement des fleurs dans lesquelles il y a eu le plus de ponte et donc dans lesquelles il y aura le plus de larves et donc dans lesquelles il y aura le moins d'espoir de descendance. Cet avortement donc de nombreuses fleurs va permettre de trier les fleurs qui ont été visitées par des insectes. Alors, des insectes qui ne pondent pas trop. L'intérêt aussi de ce diagramme, c'est que ce sont des observations faites dans la nature, et sur ces observations, on met un point d'une taille qui est proportionnelle au nombre de fois où on a observé ça. Et vous voyez qu'on observe très souvent des nombres de pontes réduits, et beaucoup moins souvent, même si ça va, vous voyez, jusqu'à une trentaine, beaucoup moins souvent des nombres de pontes élevés. Tout se passe comme si les insectes étaient gentils, et qui, la plupart du temps, ils pondaient pas beaucoup. On va revenir là-dessus. On va revenir sur ce que veut dire le terme de gentillesse, parce que, évidemment, ça n'a pas de sens biologique, ça. Mais ce qui est observable ici, c'est que l'insecte qui a pondu 12 fois dans une fleur en pensant avoir 12 descendants, ben, il en a en fait 0 à cause de cet avortement, alors que celui qui a pondu que 3 descendants, bon, évidemment, ça fait moins d'espoir de descendants, mais comme il y a une survie donc de l'ordre de 15%, ben, il a un espoir d'un demi-descendant, en gros, à terme. Et donc, finalement, vous voyez que, comme on a plus de descendants dans ce cas-là, on sélectionne rapidement les comportements de ponte où l'insecte ne pond pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ceux qui, pour des raisons génétiques, pondent peu, eh ben, ils auront un plus grand espoir d'avoir des descendants que ceux qui pondent beaucoup. Et donc, en fait, cette observation qu'on fait qu'il y a beaucoup d'insectes qui pondent pas beaucoup, par fleur, ben c'est simplement le produit de sélection naturelle par le fait que ceux qui pondent beaucoup sont contre-sélectionnés puisqu'ils pondent dans des fleurs qui ne donneront pas de fruits. Et donc vous voyez que cette gentillesse, en fait, c'est juste une sélection par la fleur, ou par la biologie de la transition fleur-fruit, une sélection d'insectes qui, du point de vue de la plante, sont des altruistes. Alors, ça veut dire une sanction, et je vous ferai remarquer que ça a l'air de marcher bien comme ça. On se dit, ah bah quand même, c'est harmonieux tout ça. Oui, mais quand même, il y a un surcoût. Il faut faire beaucoup plus de fleurs pour pouvoir trier les fruits qu'on garde. Et donc, c'est un coût qui s'ajoute au coût de nourrir les insectes. En tout cas, quoi qu'il en soit, du côté de l'insecte, on a aujourd'hui pu étudier un petit peu leur comportement de ponte et notamment leur choix. Et on voit que quand on propose à une femelle le choix dans un dispositif en Y où elle a 2 voies de sortie, l'une conduisant à une fleur vierge, c'est-à-dire non visitée, et l'autre conduisant à une fleur déjà visitée, quand on propose un choix, on voit que ces insectes, de préférence, vont vers des endroits où il n'y a pas eu de ponte. Et là encore, c'est quelque chose qui va éviter qu'il y ait beaucoup de ponte par fleur, et là encore, c'est un comportement qui a sans doute été sélectionné par le fait que tous ceux qui ne savent pas faire la différence risquent de pondre dans une fleur où ils augmenteront la quantité de petits, et donc risquent de ne pas avoir de descendants. On a donc ici un dispositif où on voit très bien qu'un comportement... Alors, on sait aujourd'hui que c'est juste des odeurs de surface des femelles qui persistent dans les fleurs déjà visitées et qui sont responsables de cet évitement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une capacité à sentir la visite par une autre femelle de la fleur. Mais quoi qu'il en soit, on voit très bien ici qu'on a des traits comportementaux de l'insecte qui résultent de cette sanction du yucca effectué sur les fleurs où il y a trop de ponte. Mais au fait, si les yuccas sanctionnent, si les yuccas ont fait émerger ce dispositif de production surabondante de fleurs qui permet de trier ensuite les fruits où il y a un espoir que quelques graines survivent, c'est sans doute parce qu'il y avait un problème avec les géticulats. Ce dispositif de sanction basé sur une production abondante de fleurs est lui-même le résultat d'une pression de sélection exercée par les T-géticulats sur les yuccas. Bref, on est typiquement dans une coévolution où l'un sélectionne l'autre et vice-versa. Et après, ça marche, mais attendez, n'oubliez pas tous ceux pour qui ça n'a pas marché et qui se sont éteints faute de descendants, que ce soit des insectes ou des plantes. L'harmonie, elle est peut-être observable maintenant, mais elle est basée sur un charnier. Le charnier de toutes les stratégies qui n'ont pas marché. Revenons maintenant au cas plus général. Comment aligner les intérêts dans le cas de la pollinisation la plus standard? Parce que là, c'était quand même des cas un peu spéciaux. Manger du pollen, ça arrive, mais manger des graines, ok, mais la plupart du temps, il y a ce nectar ici. Et un nectar qui, pour le coup, peut être prélevé sans nécessairement passer par la case pollen ou la case pistil, du point de vue de l'insecte. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas que dans les récompenses non directement liées au pollen ou aux graines, il n'y a pas que le nectar. Vous avez des plantes comme les Serapias qui offrent des refuges à des insectes, qui par temps de pluie ou par rapport à des prédateurs peut être utile.
Donc on est maintenant dans le cas où nous avons quelque chose qui est prélevé par l'insecte qui n'est pas directement lié à la production de graines ou à l'échange de pollen. Et donc la question, c'est comment contraindre l'insecte lorsqu'il se réfugie ou prélève du nectar, et je vais surtout parler du prélèvement du nectar, comment le contraindre à polliniser. Eh bien en fait, c'est l'histoire de toutes les fleurs. Voilà une fleur de pomme de terre qui est penchée, qui a des pétales qui sont assez, qui sont soudés, qui sont continus, et qui a un espèce de rostre où sont unis les étamines autour du pistil. Et si on regarde de plus près ce rostre, ce type de fleur présente de surcroît une autre caractéristique qui est que les étamines ne s'ouvrent pas en long, mais elles s'ouvrent par un pore terminal. Eh bien, ces fleurs sont des fleurs un peu difficiles à butiner. Pourquoi? Parce que le nectar se trouve ici. Il se trouve dans cette zone-là. Et vous ne pouvez absolument pas vous poser sur cette fleur puisqu'elle est penchée. Si vous vous posez sur le dos, vous avez un obstacle ici qui est une corolle soudée. Donc, il faut arriver par en dessous. Et le mieux, c'est de se cramponner à cette espèce de poignée. Poignée qui, lorsque la fleur est jeune, libère du pollen, d'autant plus que l'insecte, quand même, il volette, il cède de coups d'aile pour restaurer sa position ou prendre position, et donc il secoue ça, qui libère comme une poivrière ou une salière, comme une salière plutôt, qui libère le pollen par ici. Puis quand la fleur est plus âgée, le pistil est réceptif, et à ce moment-là, en se cramponnant, eh bien, il tartine ce qu'il a récolté à peu près au même endroit sur d'autres fleurs, il permet le dépôt du pollen. Voilà, la façon la plus simple pour l'insecte d'aller se servir, c'est de passer par la case pollen. Alors ça, c'est marrant parce que cette fleur-là, chaque fois que les gens la voient, ils disent « Ah bah oui, ça c'est une fleur de Solanacée ». Bah oui, mais on l'a dans d'autres familles. On l'a dans les Boraginacées, comme chez la bourrache. Même chose, pas possible d'arriver par derrière, fleur penchée, étamine en rostre, et puis ouverture des étamines par un pore. Alors attention, là, le catalogue commence. On l'a chez certaines Éricacées. Même chose, fleur penchée, quelque chose qui empêche d'arriver par derrière, un rostre avec les étamines et le pistil. On a ça chez les Primulacées. Bon, j'aurais pu vous parler du cyclamen. Alors désolé, c'est pas très APG3, ça, comme remarque, mais bon, voilà. On a ça chez les Ramondiacées, alors c'est un peu moins connu, mais on en a chez nous quand même. On a ça chez certaines Liliacées exotiques, même chose. On a ça chez certaines Conanthéracées, parce que les anthères sont soudés ensemble de l'hémisphère sud. Quelques images encore de notre voyage en Australie avec la Société botanique de France, chez les Trémandracées, chez certaines Malvacées exotiques, avec une ouverture poricide très nette ici. Bon, vous voyez que c'est apparu à plein de reprises. Il y a une évolution convergente fabuleuse derrière ces fleurs en salière qui s'est produite à de multiples reprises et qui est simplement une des bonnes stratégies pour que les insectes, dans leur comportement par défaut, passent par la case pollen. Mais vous allez me dire, d'accord, simplement pour moi une fleur ça ressemble plutôt à ça, même si je connais bien les autres fleurs, la plupart du temps ça ressemble à ça. Alors une petite remarque. Quand on voit la fleur comme ça, il y a un truc qu'on ne voit pas. C'est un truc d'ailleurs que nous avons tous vu si nous avons fait des études en botanique en faisant des diagrammes floraux et que nous n'avons jamais interprété. Regardons la fleur depuis l'autre côté. Les sépales sont alternes avec les pétales. Et ça, si on se souvient de nos diagrammes floraux, c'est généralement vrai. En tout cas chez les fleurs visitées par des insectes. C'est simplement que ça empêche à l'insecte d'arriver du mauvais côté et d'aller prélever le nectar qui se trouve au cœur de la fleur, d'aller le prélever en écartant les pétales. Il ne peut pas, puisqu'il rencontre l'obstacle des sépales. Donc déjà, ces fleurs sont construites pour obliger l'insecte à arriver du bon côté. Parfois, il y a des dispositifs encore plus contraignants, comme par exemple les fleurs en tube. Si vous regardez une bruyère en coupe, vous voyez que le nectar qui est au fond ne peut pas être atteint sans, quand on rentre en entier ou en rentrant sa trompe, sans toucher le pistil ou les étamines. Donc là encore, on est sur ces fleurs à corolle soudée dans des contraintes. Vous avez peut-être déjà sucé le nectar du tube des chèvrefeuilles. Là encore, quand l'insecte arrive, alors il ne peut pas trop se poser, mais il est obligé de volter devant en introduisant sa trompe et il touche ces choses-là dont il n'a sans doute que faire, mais qu'il est obligé de frôler s'il veut atteindre au nectar. Ces corolles soudées, des fois aussi ces calices soudés, sont des dispositifs qui vont en quelque sorte contraindre le point d'entrée.
Et finalement, la fleur de sauge est le paroxysme de ça, où l'insecte est obligé d'arriver par devant et abaisse une étamine qui vient le polliniser par derrière. Et alors, c'est vrai que ça a l'air bien fait, mais c'est parce que les insectes, si vous me permettez cet effet de style, sont mal faits. C'est parce que les insectes n'ont que faire du pollen dans la plupart des cas que ces dispositifs ont été sélectionnés, qui les obligent à approcher le nectar d'une certaine façon en passant par la case pollen. La soudure des corolles est aussi apparue à de nombreuses reprises dans l'évolution. Quand j'étais tout petit, on parlait du groupe des plantes à pétales soudés comme un ordre, l'ordre des gamopétales, mais en fait, la classification phylogénétique des fleurs a révélé à quel point c'est apparu souvent. Je vous ai listé ici 6 apparitions majeures, dont celle dans l'ensemble des lamidés et des campanulidés. Vous avez ici donc plusieurs émergences et vous retrouvez cette idée que ces stratégies qui optimisent la pollinisation compte tenu du comportement des insectes sont apparues de façon récurrente dans l'évolution. Et on se dit finalement, quand on voit que plusieurs fois des solutions identiques ont été trouvées pour le même problème, prendre la fleur pour classer les plantes, c'était courir, et c'est le pari de Linné, c'était courir un pari risqué, qui était que souvent des fleurs semblables émergeaient dans des contextes évolutifs différents. Sans vue de l'évolution, ce qui était le cas de Linné, le pari était tout à fait recevable. Au regard de l'évolution, il a conduit à cette impression désagréable que la classification phylogénétique a éclaté l'évidence, mais évidence d'observation de terrain qui était basée sur une fleur qui subissait de nombreuses évolutions convergentes. Alors, les grands esprits se rencontrent, et donc et les plus grands introduisent les idées, les autres se contentent de les imiter. Je voulais aussi vous parler de ces stylidiums que nous avions observés en Australie, avec donc ce dispositif que j'appelle un dispositif à torgnole, qui permet de foutre des torgnoles aux insectes. Et vous voyez que cette torgnole, comme tu le décrivais très bien, est une torgnole qui permet soit d'étaler du pollen au premier stade, soit de récolter le pollen au stade suivant. Je vous montre ce film tiré de YouTube où on va voir en dynamique, mais avec beaucoup moins de précision que sur tes images, le fonctionnement. Ici, un fonctionnement rapide, donc qui est encore une inversion, c'est encore une inversion de flambage, hein, avec 2 axes rigides autour et une membrane qui inverse sa tendance. Et vous avez un retour lent, qui est en accéléré ici, un retour lent à la position d'équilibre. Bon, alors ça, c'est un exemple exotique. Mais il faut voir que chez nous, il y a aussi des dispositifs, et quelqu'un les évoquait hier, des dispositifs, sinon violents, du moins un peu brutaux, qui obligent à la coopération. C'est Christian Dumas qui parlait lors d'une des questions de la déhiscence des étamines de certaines légumineuses. Alors regardez sur le jonc, vous avez une fleur légumineuse typique avec l'étendard, avec les petits guides qui indiquent que le nectar est par là, au moins aux insectes qui ont appris à se servir d'une fleur, les ailes et puis les 2 pétales de la carène qui sont soudés et qui comportent à l'intérieur les étamines et le pistil. Quand l'insecte veut butiner, il va essayer d'écarter ce dispositif en poussant dessus. Et en fait, c'est ce que je vais faire avec le doigt, vous allez voir qu'il va libérer brutalement, au moins à la première visite, ensuite c'est béant, il libère brutalement les étamines qui viennent le taper par en dessous. Aux visites suivantes, l'ensemble est libéré et c'est plutôt le pistil qui racle le pollen sur le ventre de l'animal. Les légumineuses ont plein de telles subtilités. Si vous regardez cette Hippocrépis ici, vous verrez que ici, lorsque l'on touche la carène, on a une espèce de vermicule, comme quand on appuie sur un tube de dentifrice, un vermicule de pollen qui sort, parce que quand on essaie d'écarter les 2 parties de la carène, ça appuie sur les étamines et ça presse le pollen qui sort en un vermicule sur le ventre de l'animal. Pour ceux qui connaissent ces papaveracées, elles fonctionnent exactement comme les légumineuses, mais à l'envers. C'est-à-dire que cette partie-là contient les étamines et le pistil, et on a là encore, chez les Fumaria, des dispositifs de type vermicule de pollen ou déhiscence explosive. Bref, c'est une interaction qui est mutualiste par construction, par un résultat de coévolution des partenaires, et pour le coup, elle paraît optimisée
mais ce n'est que secondairement ce qu'on observe chez ceux qui ont survécu aux tricheries. D'ailleurs, ces tricheries, elles continuent. Il y a des insectes qui vont se servir sans passer par la case pollen, malgré tous les dispositifs suggestifs et contraignants qui ont été mis en place. Repassons quelques exemples qu'on a vus ensemble. Il y a même des fois où c'est dans le bourgeon, et à l'épanouissement ça fait plein de cicatrices comme ça, c'est dans le bourgeon que vont se servir les partenaires. Voilà un ampis qui est en train de butiner en passant sous la pédale et qui donc ne pollinise pas la sauge. Voilà dans une salade trouvée sur internet des fleurs de bourrache dont le petit goût sucré iodé va ravir un organisme qui ne va pas polliniser la plante. Et même chez les Tigéticula, vous avez des formes qui sont apparues avec des très longues tarières de ponte et qui vont pondre dans les jeunes fruits. Et qui pondent dans des jeunes fruits qui ne pollinisent pas. Donc du coup, il y a déjà eu pollinisation et en plus, comme c'est tard, comme l'avortement a eu lieu, la plante ne peut plus faire avorter ses fruits. Et donc, vous avez 2 fois dans l'évolution des Tigéticula eu des formes secondairement parasites qui sont apparues. Et qui, en fait, oui, utilisent juste le fait qu'après la sanction, il n'y a plus de sanction possible. Donc, il est toujours temps. En fait, ils ont évolué en fonction des pressions de sélection que représentait la sanction du yucca, une autre stratégie de faire des petits et qui marchait quand même. Et donc, ce que vous voyez, c'est que les dispositifs contraignants ou de sanctions qui ont émergé du côté des plantes peuvent être contournés dans un second temps d'évolution par des organismes qui, dans ce paysage, trouvent une adaptation qui leur permet de faire des petits quand même, ou de se nourrir quand même, mais en évitant le dispositif. Bref, on voit très bien que cette coévolution court, que chaque fois qu'une défense apparaît, elle peut être court-circuitée, et je ne peux pas me retenir d'évoquer ce poème de Lamartine, que vous connaissez tous, où finalement on voit bien que le temps ne peut pas suspendre son vol, et que cette course à la coévolution ne s'arrête pas, est toujours poussée vers de nouveaux rivages, c'est-à-dire de nouvelles adaptations qui permettent de contraindre le partenaire. Dans la nuit éternelle, emportée sans retour. Oui, parce qu'il ne faut pas arrêter de faire ce qu'on a inventé comme adaptation. Parce que sinon, on va se faire avoir par ceux qu'on vient d'éviter comme tricheurs. Ce n'est pas le moment de réouvrir la corolle par en bas. Hein. Ainsi donc, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour. Il faut en permanence évoluer pour s'adapter à ses partenaires. Et vous voyez que ce n'est pas seulement lié aux partenaires qui sont de purs parasites ou de purs pathogènes, ceux dont on souhaite, ou qui peuvent à un moment être des mutualistes. Il faut aussi s'adapter à eux. Alors je voudrais terminer très brièvement en vous parlant de la résignation évolutive. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a quand même quelques dispositifs qui tiennent compte finalement du fait que ce n'est pas facile de manipuler des insectes pour la pollinisation. Premier dispositif, dans une fleur comme la campanule, on voit très bien que le pistil porte le pollen. Les étamines se vident sur le pistil, sur les flancs du pistil, dans le bouton floral, et le pollen, vous voyez, c'est ce qui est un peu blanchâtre là, il est porté par cette colonne. Quand les stigmates s'ouvrent, ici, il n'est pas en contact avec l'autopollen, donc la plante secondairement devient femelle et elle reçoit du pollen de l'extérieur. Très tard, le stigmate continue de s'ouvrir et va se rouloter et venir toucher la colonne. Et ça, c'est très intéressant. Il y a la même chose chez les astéracées, et pour cause, hein, ces 2 groupes frères. C'est très intéressant parce que si jamais il n'y a pas eu de visite, alors ce pollen n'a pas été emporté et il n'y a rien eu de déposé. Et finalement, en désespoir de cause, la plante mal visitée peut toujours s'auto-féconder. Alors, bien sûr, Christian Dumas évoquait hier que toutes ces plantes ont des dispositifs d'auto-incompatibilité. Mais les protéines responsables de ça commencent à dysfonctionner avec l'âge. Et même dans les espèces à incompatibilité pollen-pistil, où l'autofécondation n'est soi-disant pas possible, avec l'âge, une autofécondation de sauvetage est possible. On peut faire des descendants qui seront des descendants très consanguins et donc peut-être pas parfaits, mais mieux vaut des descendants imparfaits que pas de descendants. Voilà quelque chose qui est très général, que vous avez ici aussi chez ces mauves, où le bouquet d'étamines laisse ensuite pousser et se déployer les stigmates
du pistil qui est au cœur, qu'on ne voit pas encore dans la jeune fleur, et sur la vieille fleur, ces stigmates, en s'affaissant avec l'âge, viennent tripoter les étamines. Ici, le pollen a été enlevé, donc il n'y a pas de problème, il y a eu des visites. S'il n'y a pas eu de visite, autogamie de sauvetage. Cette autogamie de sauvetage est très générale et elle explique ce motif récurrent que tu commençais d'évoquer, à savoir que la plupart des plantes fécondées par des insectes sont d'abord mâles, puis femelles. Alors que l'empêchement de l'autogamie pourrait les faire femelles puis mâles. Eh bien, à quelques exceptions près, comme les arômes et les aristoloches, elles sont mâles d'abord, ça permet d'avoir du pollen au cas où, d'avoir son propre pollen au cas où on est mal visité. Alors ça, c'est une adaptation à la mauvaise visite, c'est la résignation à l'autogamie, mais la résignation à l'autogamie, elle est apparue dans de nombreuses lignées, on compte que 20% des lignées de plantes sont autogames. Alors là, c'est absolument parfait, parce qu'il n'y a pas besoin de faire des grosses fleurs, il n'y a pas besoin d'attirer les insectes. On est à peu près sûr d'être fécondé, c'est ce qu'on disait sur ces fleurs cléistogames qui ont un grand nombre de graines. Bah oui, parce que le pollen est sur place, et donc il y a des dispositifs qui servent directement tous les ovules en pollen. On est sûr d'être fécondé, on n'a pas besoin de nourrir des insectes, on est bien. Sauf qu'en termes de brassage génétique, on a perdu ce que la fécondation par les insectes permet, c'est-à-dire de brasser des gènes de provenance différente. Et vous voyez que finalement, les plantes sont le long d'un gradient entre l'assurance d'avoir des petits, qui est maximisée par l'autogamie, et l'assurance d'avoir des petits variés qui seront adaptés à toutes les conditions que pourront rencontrer les graines à la génération suivante, assurance donnée par l'allogamie. Et en fait, elles ne sont pas au debout. Vous avez vu que les plantes fécondées par les insectes peuvent quand même faire de l'autogamie de sauvetage, et vous avez vu que cette plante-là est ouverte. Ben oui, quand c'est de la cléistogamie, c'est de la pure autogamie. Mais vous avez vu que les fleurs cléistogames étaient en plus de fleurs allogames. Donc c'était une stratégie intermédiaire. Ici, vous avez des fleurs qui sont entrouvertes, et chez Arabidopsis thaliana, vous avez 1 à 2% des graines qui, suite à un malentendu, sont produites par du pollen venu d'un autre pied. Donc en réalité, les plantes sont un peu entre les deux, mais plus elles sont autogames, plus elles s'affranchissent des insectes. Mais plus elles sont confrontées à d'autres problèmes qui fait que l'autogamie n'est pas la solution, et que finalement, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que des façons différentes de faire. D'ailleurs, une autre façon encore de faire en maintenant l'allogamie, c'est de ne plus utiliser des insectes, mais le vent. Ce que font ces plantains, d'ailleurs vous voyez qu'ils sont protogynes, ceux-là, les jeunes fleurs ont un stigmate, les plus vieilles produisent du pollen. Ils échappent à ma règle de protandrie, à ma généralité de protandrie. Et alors, ça peut paraître assez positif, parce que là, on ne repose plus sur l'insecte, et donc il n'y a plus tous les risques de dérive liés au comportement des insectes. Sauf que, vous savez qu'il faut quand même faire beaucoup plus de pollen pour arriver à en mettre, parce que là, la dispersion n'est pas directionnelle. On compte des rendements de l'ordre de 0,002% pour le pollen de maïs dans un champ de maïs, d'après ce que j'avais lu. Peut-être pourra-t-on confirmer plus tard aujourd'hui. Le rendement est merdique. D'ailleurs, on le sait très bien, parce qu'à la saison où il y a du pollen, il y en a partout sur les voitures, par exemple. Il y a énormément de pollen perdu, et il y en a qui se perdent même dans nos bronches. Donc on sait très bien que, là encore, cette stratégie n'est pas idéale, et que donc, jouer avec des insectes, ça reste une des solutions possibles. Elle a d'autres défauts. Il n'y a pas de solution optimale, mais clairement, la fleur entomogame, qui est en fait une fleur allogame, c'est clairement une espèce de compromis, pas parfait, produit d'une coévolution entre les insectes et les fleurs, une coévolution qui est lisible dans la structure et le fonctionnement de toutes les fleurs qu'on peut observer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marc-André. On va prendre le temps de 2-3 questions et ensuite on fera une pause. Bonjour. Donc vous nous avez parlé de l'inféodation des insectes aux fleurs. J'aimerais savoir, dans le cadre de vos études de terrain, si vous avez pu observer des hybridations naturelles. C'est-à-dire, j'entends des croisements entre espèces différentes
avec une implication de vecteurs comme les insectes. Est-ce que vous avez pu observer ceci? Alors, bon, mes travaux ne portent pas vraiment là-dessus, et ceux d'entre vous qui sont spécialistes de la pollinisation auront vu que ça ressemble plus à un cours de première année universitaire. Moi, je travaille plutôt sur les racines et les champignons qui les colonisent. Donc, en l'occurrence, il s'agissait plutôt de parler d'aspect évolutif, et en parlant d'aspect évolutif, effectivement, l'hybridation, c'est une toile de fond du monde vivant. C'est-à-dire qu'assez souvent, on a des espèces qui apparaissent comme produit d'hybridation entre des espèces préexistantes. Alors ça arrive souvent, et effectivement, les insectes qui ne sont pas spécifiques sont des portes d'entrée à des transferts de pollen, le vent aussi d'ailleurs, hein, des transferts de pollen pas bien spécifiques. Cela dit, on est frappé de voir dans l'évolution des yuccas, par exemple, alors même qu'ils ont plutôt des pollinisateurs spécifiques, qu'il y a des fois des hybridations. Donc même quand les pollinisateurs sont assez spécifiques, on a des mauvais routages. Et vous savez, pour faire un hybride, il suffit de quelques accidents, et puis ça peut faire une population. En évolution, souvent, ce n'est pas le nombre de fois où quelque chose se produit qui compte, ou ce n'est pas que ça qui compte. Ce qui compte aussi, c'est à quelle fréquence ou avec quelle force ça peut être sélectionné une fois que c'est apparu. Hein, la sélection naturelle, c'est quelque chose qui est un formidable sauveteur de phénomènes rares. Donc oui, ça arrive. Moi, je ne l'ai pas observé directement comme ça, mais il est clair que beaucoup d'hybrides s'expliquent par des transferts de pollen non spécifiques. Et puis aussi, du côté de la fleur, un dispositif qui n'a pas bien exclu le pollen d'autres espèces, et ça peut s'expliquer de deux façons. La première et la moins fréquente, c'est que la fleur a mal fonctionné, un mutant ou une fleur un peu vieille. Bon. Mais le plus souvent, c'est surtout qu'on remet ensemble des espèces qui n'étaient plus ensemble, enfin qui n'ont jamais été ensemble, et donc pour lesquelles n'ont jamais été sélectionnés de mécanismes isolant le pollen de l'une quand il arrive sur le pistil de l'autre. C'est ce qu'on appelle des remises en sympatrie qui, la plupart du temps, débouchent sur ces hybridations. Bonjour. Il y a une troisième grande voie de multiplication des plantes, c'est les reproductions végétatives. Mais il y a des plantes qui font de la reproduction végétative, de la reproduction allogame, de la reproduction autogame. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire aussi par rapport à ces coévolutions possibles. Il y a deux choses. La première, c'est que ce n'est pas exclusif. On peut varier le panel des stratégies. Vous avez vu qu'on peut être autogame et allogame. On peut être gamme et pas gamme, si j'ose dire, c'est-à-dire en même temps bouturer ou faire des propagules. On peut panacher les stratégies. Je voudrais juste dire un mot de l'avantage d'être autogame par rapport à l'avantage d'être clonal. La reproduction végétative, comme beaucoup d'espèces de toutes sortes aussi, il y a plein de voies de reproduction végétative à travers la nature, quoi. Il y a plein de mécanismes, mais tous ces mécanismes vont faire des clones absolus, c'est-à-dire que quand vous bouturez de la vigne, hein, c'est deux fois le même génome. Bon. Donc, vous gardez les mutations. Toutes ces plantes ont 2 copies de chaque gène, n'est-ce pas? Elles sont diploïdes comme nous, elles ont des chromosomes qui sont par paire. Et quand une mutation se produit sur un chromosome, l'autre chromosome n'est pas muté à cet endroit-là. D'accord? Donc, au fur et à mesure que les mutations s'accumulent, les plantes clonales deviennent de plus en plus hétérozygotes. C'est-à-dire qu'à tous les endroits de leur génome, il y a 2 copies différentes. Celles qu'elles ont eues depuis toujours et puis une mutation. Et c'est comme ça qu'on repère les vraies espèces clonales, c'est qu'elles ont un très haut niveau d'hétérozygotie. Bon. Et puis un jour, il y a le risque de l'accident où les 2 copies sont abîmées, enfin mutées, et si ces 2 mutations ne sont pas bonnes, la fonction n'est plus remplie. Ça porte même ce risque. À côté de ça, ça a des avantages parce qu'il n'y a pas besoin de faire de fleurs. Hein. Donc ça ne coûte pas cher de se reproduire. C'est encore une stratégie qui est entre avantages et inconvénients. Elle est quand même différente de l'autogamie parce que dans l'autogamie, quand vous avez une mutation qui apparaît, vous avez donc 2 chromosomes, l'un avec la mutation et l'autre avec la copie d'origine. Alors j'espère que ce n'est pas trop dur ce que je raconte avec les doigts, mais quand vous faites de l'autogamie, vous allez générer des individus qui vont avoir les 2 copies, des individus qui vont avoir 2 copies d'origine, puisque vous brassez les gènes, vous ne faites plus de la plus pure clonage. Donc quand une mutation est apparue, elle est à l'état hétérozygote, ça va vous faire dans les descendants une moitié qui vont être encore hétérozygotes, un quart qui vont n'avoir que les copies d'origine, et un quart qui va avoir que les copies dérivées. Ça vous permet d'évoluer.
un peu plus facilement, avec plus de choix. Je m'explique. Soit les 2 copies nouvelles sont plus avantageuses et vous avez doublé leur nombre et c'est bon, soit elles ne sont pas bonnes et vous restaurez des individus avec les 2 copies d'origine. Vous y êtes. En gros, vous purgez les mutations, vous manipulez les mutations quand vous faites de l'autogamie, ce que vous ne faites pas quand c'est clonal. C'est peut-être un peu dur à concevoir, mais c'est une grosse différence entre la clonalité et l'autogamie.